distingués invités, mesdames et messieurs, le projet de réforme relatif aux dispositions spéciales de répression des infractions commises en raison du genre est au menu des échanges de ce jour. Et pour en assurer le développement, j'ai l'honneur d'inviter Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour son propos introductif à la communication qui sera assuré par M. Séverin Maxime Quenom, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres d'État, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux, Madame la Présidente de l'Institut national de la femme, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, en ce jour mémorable, il m'incombe l'honneur, le devoir d'introduire le sujet dont tous ici nous connaissons la sensibilité. Notre État a souscrit à plusieurs engagements internationaux en faveur de la promotion de la femme et de la sauvegarde de ses droits qu'il s'évertue à honorer. Notre Constitution en a fait autant puisqu'elle proclame l'inviolabilité de la personne humaine et l'égalité homme-femme. Les gouvernements successifs, depuis des décennies, au moyen de diverses actions, se sont employés à promouvoir, à protéger les femmes, les filles, d'une manière générale le genre. On peut citer, entre autres, la gratuité de l'enseignement pour les filles jusqu'au cours secondaire. Et récemment encore, il y a eu un amendement constitutionnel qui institue un quota en faveur des femmes en vue de leur faciliter leur accès aux fonctions politiques. Je n'oublie pas les dispositions législatives qui répriment les atteintes sexuelles faites aux femmes et aux filles. L'ensemble de ces mesures, il faut le souligner, est destiné à promouvoir les femmes d'une façon générale en vue de leur faciliter l'insertion dans les tissus sociaux, économiques et politiques. Il se trouve que les efforts qui sont faits sont bridés, voire enrayés, par la persistance des pratiques coutumières, par la récurrence des cas de violence faites aux femmes et aux filles. Cet état des choses, particulièrement visible dans certains secteurs comme l'enseignement, comme les centres de formation professionnelle, semble être encouragé par une législation insuffisamment répressive. Il y a lieu, à défaut d'éradiquer, d'inverser la tendance de façon à protéger nos femmes et nos filles contre les velléités ainsi que les atteintes ainsi portées contre elles. L'actualité marquée par la scène violente d'une bastonnade infligée sauvagement par un professeur d'université à son épouse et qui a circulé de façon virale sur les réseaux sociaux ces derniers jours en a choqué plus d'un. Et cette violence nous interpelle tous, particulièrement gouvernants et législateurs. Il faut vraiment faire quelque chose. Et il est temps de faire quelque chose. Le gouvernement y a songé en envisageant de mettre en œuvre des mesures spéciales de répression des infractions liées au genre en vue du renforcement de la protection des filles et des femmes. Mon collègue garde des Sceaux se chargera de vous donner la quintessence de ces mesures. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les membres du Bureau de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre d'État, honorables députés, Madame la Présidente de l'Institut national de la femme, Madame la Secrétaire exécutive, Madame, Messieurs les ministres,
honorables et distingués invités, à la suite de Madame la ministre en charge des Affaires sociales, il me choisit l'honneur de vous présenter les principales articulations de ce que le gouvernement envisage sous la forme d'un projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin. Après ces propos liminaires, il me plaît de rappeler à nouveau le contexte. Le contexte de cette réforme essentielle qui vise, in fine, il faut le dire tout de suite, à marquer d'un saut particulier notre détermination à aller vers la tolérance zéro pour ce qui concerne les atteintes qui sont faites aux femmes, aux filles, à raison de leur sexe. D'ailleurs, l'intitulé du projet de loi qui va sortir sera éloquent et édifiant sur cette détermination. Il y a d'abord donc un dispositif normatif qui est très abondant, mais épars, et qui se trouve articulé autour de deux axes principaux. Il y a les instruments internationaux auxquels notre pays a adhéré, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ratifiée le 12 mars 1992. Il y a le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes ratifié le 12 janvier 1984, mais surtout les instruments nationaux, le corpus législatif national, avec en toile de fond la Constitution qui proclame d'un premier point de vue l'inviolabilité de la personne humaine et ensuite l'égalité de l'homme et de la femme, auquel il faut ajouter le récent amendement constitutionnel qui favorise l'inclusion de la femme et l'insère davantage dans le tissu économique, social et politique. Mais dans les faits, nous observons la persistance et même la prolifération d'intolérables situations de violence physique et morale basées sur le genre, sur laquelle se greffe une banalisation des comportements sexistes. Nous avons une insuffisance des réponses juridiques et judiciaires à ces graves atteintes et une prise en charge, j'allais dire, lacunaire des victimes de violences. L'objectif aujourd'hui est donc d'inverser la tendance, c'est-à-dire principalement de renforcer la protection de la femme contre les atteintes dont elle est victime à raison de son genre. D'une part, par une montée en puissance des mécanismes de prévention, de détection et de répression des infractions basées sur le genre, la prise en compte des spécificités liées à la prise en charge et la protection des victimes d'infractions basées sur le genre, la lutte contre l'impunité des auteurs d'infractions basées sur le genre. La réforme s'articulera autour de dispositions matérielles, d'un côté de dispositions organiques. Les dispositions matérielles sont les aménagements qui seront faits d'un côté à l'intérieur du code pénal, de l'autre au niveau du code de procédure pénale et enfin au niveau de la loi sur l'embauche. Et l'innovation majeure qu'il faut considérer consiste dans la création d'une nouvelle catégorie d'infractions que nous avons souhaité dénommer infractions à raison du genre. Infractions à raison du genre que nous définissons comme les infractions pour la commission desquelles le sexe de la victime est la considération préalable. Et dans cette catégorie, nous rassemblons tout ce qui était dans la législation ancienne, à savoir le harcèlement sexuel, le viol, l'interruption forcée de grossesse ou mutilation génitale des femmes. L'introduction de cette nouvelle catégorie d'infractions s'accompagne de différentes autres innovations dans le code pénal, notamment le renforcement des incriminations s'y rapportant ainsi que l'élargissement des champs matériels et personnels de la loi à travers la prise en compte, pour ce qui concerne le harcèlement sexuel, des complices désormais punissables au même titre que les auteurs principaux, l'aggravation de la peine encourue par les ascendants en cas de harcèlement commis sur un mineur, l'exclusion du consentement de la victime mineure. Est désormais assimilée au harcèlement sexuel et punie comme telle toute liaison entre un apprenant et son formateur ou son enseignant. En d'autres termes, désormais, il est interdit toute liaison amoureuse entre un professeur
un enseignant, un formateur et la personne soumise à sa formation. En outre, nous envisageons d'introduire pour le viol de nouvelles circonstances aggravantes, telles que l'existence d'un lien de parenté ou de subordination, la déficience physique ou mentale de la victime, une relation d'enseignant ou de formateur à apprenant, entre autres, entre l'auteur et la victime, et surtout, la criminalisation du mariage forcé ou du mariage précoce et l'aggravation des peines encourues en cas de mutilation génitale. Dans le code de procédure pénale, qui est donc l'instrument qui permet d'aller à la répression, nous envisageons la possibilité d'un relevé de prescription au profit des victimes. Je voudrais préciser que la prescription est la sanction de l'inaction prolongée du ministère public qui n'a pas engagé les poursuites dans un certain délai. Nous voulons donc voir révoquer cette sanction de l'inaction prolongée au profit des victimes d'infractions à raison du genre qualifiées de crime lorsque, même ce temps passé, l'infraction produit encore des effets sur la santé psychologique ou somatique de la victime au moment de sa révélation ou de sa dénonciation, ou que ces effets psychosomatiques sont irrémédiables. Désormais, il sera mis en place une aide juridictionnelle et d'un accompagnement psychosocial au profit des victimes d'infractions commises à raison du genre dès la phase de l'enquête préliminaire. Il s'agit d'une meilleure écoute au profit de ces victimes, mais également d'améliorer ou de faciliter leur accès à la justice. Nous envisageons de créer, un peu comme un casier judiciaire, un fichier national des personnes condamnées pour infractions commises à raison du genre. L'Institut national de la femme. Sa nouvelle formulation, dans sa nouvelle version, aura le statut de partie civile dans toutes les affaires où il sera question de répression d'infractions à raison du genre. Et enfin, sur ce tableau, nous envisageons que désormais, tout licenciement qui procédera d'un harcèlement sexuel ou d'une infraction liée au genre sera présumé abusif ou qualifié tel, de telle sorte que tout contrat de rupture négocié ou unilatéral qui sera consécutif à un harcèlement sexuel ou à un viol sera réputé non écrit. Pour parfaire la réforme, et si les députés, madame et messieurs les honorables députés, vous y convenez, nous allons désormais attribuer à la criette, la plus emblématique de nos juridictions, la répression des infractions à raison du genre. Ce sera la preuve de notre détermination commune, en tout cas un engagement significatif en faveur de ce que j'ai appelé tout à l'heure la tolérance zéro en faveur des infractions liées au genre. Au titre des dispositions matérielles, nous écrivons que constitue une infraction à raison du genre les infractions pour la commission desquelles le sexe de la victime est la considération préalable. Ce sont des infractions à raison du genre, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, le viol, le mariage précoce, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, les violences aggravées sur la femme ou la fille en raison du sexe. Et si cette définition-là, qui concourt à l'érection d'une nouvelle infraction, est prise en compte, désormais, nous allons vers la modification de certaines dispositions du Code pénal, notamment en ses articles 548 et suivants. Et nous allons parfaire la définition du harcèlement sexuel. Désormais, constitue un harcèlement sexuel le fait pour une personne de donner des ordres, d'user de paroles, de gestes, d'écrits, de messages, et ce de façon répétée, de proférer des menaces, d'imposer des contraintes, d'exercer des pressions ou d'utiliser tout autre moyen aux fins d'obtenir d'une autre en situation de vulnérabilité
ou de subordination des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers contre la volonté de la personne harcelée. Toute forme de harcèlement sexuel constitue une infraction, quelle que soit la qualité de l'auteur ou de la victime et quel que soit le lieu de commission de l'acte. La situation de vulnérabilité de la victime peut résulter de son âge, de son statut social et ou économique, ainsi que de son état physique ou mental ou de toute autre situation connexe qui sera laissée à l'appréciation du juge. De ce point de vue, je voudrais dire déjà que lorsque nous avons défini l'infraction à raison du genre et que nous avons fait une énumération du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles, le viol, le mariage précoce, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, les violences aggravées sur les femmes en raison du sexe, nous avons voulu que cette énumération soit limitative, dans la mesure où elle reprend l'ensemble des infractions déjà connues au Code pénal. Cependant que cette limitation n'est pas absolue, puisque la condition essentielle de la considération de cette infraction reste la prise en compte du sexe de la victime, de telle sorte que toutes les infractions qui auront été commises ou toutes les atteintes qui auront été faites contre une personne à raison de son sexe, notamment contre une femme, parce qu'elle est une femme, sera considérée donc comme une infraction à raison du genre et punie comme telle. Deuxièmement, nous avons exclu dans toutes les hypothèses le consentement de la victime ou de la personne qui est l'objet à la fois du harcèlement et de tout ce qui concerne les agressions sexuelles, le mariage forcé ou le mariage précoce. Nous avons étendu le champ personnel de l'infraction, notamment en ce qui concerne les ascendants légitimes, naturels ou adoptifs de la victime, lorsqu'ils commettent un harcèlement sexuel sur un mineur, et cette fois-ci, la pénalité a été élargie. Disons qu'elle a été renforcée. Désormais, la peine est de 3 ans à 5 ans et l'amende d'1 million à 5 millions. Et en cas de récidive, la peine est portée au double. Lorsque le harcèlement sexuel est commis par un enseignant ou un formateur sur un apprenant, l'auteur est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 ans. L'auteur et ses complices peuvent être interdits de l'exercice de l'un ou plusieurs droits prescrits au Code pénal, mais en plus, ils peuvent être interdits de l'exercice à temps de la profession à raison de laquelle l'infraction a été commise, et cela sans préjudice des sanctions disciplinaires et réparations civiles. C'est l'hypothèse d'un harcèlement opéré au moyen d'échanges de messages où l'auteur peut invoquer le consentement de la victime et apporter un message qui lui aurait été adressé par cette victime, laissant croire qu'elle avait consenti à la relation amoureuse qu'il tentait d'établir avec elle. Ce consentement est indifférent lorsque nous sommes dans une situation de subordination, nous sommes dans une relation de travail où toutes les hypothèses visées par le législateur. Il s'agit donc des hypothèses de lien de subordination, lien de parenté et situation de vulnérabilité. Dans ces hypothèses-là, même si la preuve est rapportée de ce que la victime a consenti, nous sommes bien dans l'hypothèse d'un harcèlement sexuel punissable. Ça, il s'agit donc d'une innovation majeure. Je l'ai dit tout à l'heure et il faut le noter avec insistance. Désormais, toute liaison amoureuse entre un formateur ou un enseignant et son apprenant est interdite. Autre innovation est assimilée à un harcèlement sexuel. Tout à fait. Si un professeur a une relation amoureuse, un enseignant avec son élève, même majeur, si cela est établi, cela est assimilé à un harcèlement sexuel, même si la femme
témoigne qu'elle était consentante. Alors, si vous permettez, je vais donner quelques motivations. Nous savons que de manière générale, la relation entre un apprenant et son enseignant, son professeur, crée beaucoup de déviance dans même le système de formation et d'éducation. Crée beaucoup de déviance. Au-delà de la notion d'agression sexuelle et d'infraction commise à raison du genre, cela introduit beaucoup de biais dans la formation. Quand un enseignant a son amoureux dans sa classe, je prends l'hypothèse où c'est consentant, hein, c'est ça qu'on veut débattre. Quand un enseignant a son amoureux dans sa classe, est-ce qu'on peut être certain de sa capacité de discernement et de pertinence dans l'appréciation de ce que la personne aura rendu comme performance dans ses évaluations? Est-ce que cela n'est pas de nature aussi à perturber l'équilibre de la classe? Est-ce que la personne qui serait son amoureux ne l'est pas devenue en raison de ce que ça peut lui apporter des faveurs en matière d'évaluation? Donc, une relation amoureuse entre un enseignant et son apprenant fausse complètement toutes les appréciations de rationalité et de pertinence dans la relation d'évaluation et d'équilibre même dans la classe. C'est pour ça que nous avons commencé par dire que désormais, il est interdit d'avoir une liaison amoureuse avec son apprenant. Si vous êtes amoureux, ou bien il se fait que vous devenez le professeur d'une classe dans laquelle il y a votre conjoint, votre amoureux ou votre amoureuse consort, vous le déclarez et on changera de classe à cette personne, ou bien on vous retire cette classe-là. Donc même dans les cas les plus ordinaires, si cela est réel et que vous tenez à votre relation, vous le déclarez et on change. Mais si ce n'est pas le cas, ou bien c'est pendant que vous êtes en situation de classe que vous découvrez la personne, c'est une femme qui découvre son élève masculin, ou c'est l'inverse, ou c'est un homme qui découvre que son apprenant de sexe féminin attire son attention, vous devrez, pour la déontologie, vous abstenir de rentrer dans une relation avec elle tant que la personne est votre apprenant. Je ne pense pas que quelqu'un ici peut nous donner un avis qui peut trouver que ce genre de choses n'est pas préjudiciable à la qualité de l'enseignement et de l'évaluation. Alors, la conséquence, c'est que comment on punit une relation amoureuse entre un enseignant et son apprenant? Comment on punit ça? C'est qu'on déclare que cette relation est consécutive de harcèlement sexuel. Tout simplement. Donc c'est le fait d'interdire cette relation qui va être punie dans la catégorie des harcèlements sexuels. On ne va pas dire la catégorie des viols. Le fait qu'on les ait surpris en train de s'embrasser, qu'on a vu des échanges qui montrent qu'il y a une liaison, une relation amoureuse, même si la victime, que nous qualifions victime, dit non, je suis consentant, je l'aime, je suis amoureux de lui, d'elle, le consentement n'est pas retenu, la relation est présumée consécutive de harcèlement sexuel. Et ça, c'est très important pour notre communauté, pour le Bénin, parce que les déviances, les perversions dans le secteur de l'éducation sont graves. Et il faut faire quelque chose. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais relire le texte tel que nous l'avons formulé, si vous le permettez. Toute liaison amoureuse entre un formateur ou un enseignant et son apprenant est interdite. Lorsqu'une liaison amoureuse est établie par des échanges ou comportements de quelque nature que ce soit, des actes ou faits qui en caractérisent la réalité, elle est réputée consécutive à un harcèlement sexuel et punie comme tel. C'est ce qu'a expliqué le président de la République tout à l'heure. Celui qui est puni, c'est surtout celui qui est en situation d'ascendance, celui qui a un lien le lien de subordination, crée la peine pour celui qui est au-dessus. Forcément. La victime, c'est celui qui est dans le lien de subordination, celui qui est en bas. Il appartient à l'enseignant de résister, même si c'est lui qui est l'objet de l'assaut de son apprenant. Sinon, dans ces conditions, l'enseignant dénonce le harcèlement de son élève. Pendant que votre élève vous fait la cour, et que vous êtes dans une classe, vous ne voulez pas changer de classe, vous ne voulez pas avoir des problèmes, vous ne donnez pas suite. Si ça continue, vous portez plainte pour harcèlement contre votre élève.
Et le harcèlement, ce n'est pas que dans un sens. Il y a des enseignants qui sont harcelés par leurs élèves. Mais là, dans ces conditions, la relation n'est pas établie. Mais si vous vous laissez harceler, vous tombez dans le piège, vous finissez par faiblir, et une relation s'établit, c'est vous, c'est elle, celui qui est en bas, elle ou lui, qui sera considéré comme victime, et vous, vous êtes considéré comme auteur. Et il faut dénoncer avant pour bénéficier de la protection de la loi comme étant victime d'un harcèlement par votre apprenant. Merci, Monsieur le Président. S'agissant du viol, je voudrais rappeler sa définition telle qu'elle est contenue dans le Code pénal. Il s'agit de tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui hors sa volonté, notamment par violence, contrainte, menace ou surprise. Désormais, le viol est un crime. Et c'est pourquoi il est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans. Le viol, quel que soit l'auteur, quelle que soit la façon dont il intervient, est désormais puni de la réclusion criminelle et donc qualifié crime dans notre législation. Et la peine est portée de 10 à 20 ans lorsque le viol est le fait d'un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant une autorité sur la victime, ou qu'elle a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Donc le viol survenu dans un milieu professionnel est puni de peines de 10 à 20 ans. La peine sera la même si la personne qui en est l'objet est vulnérable à raison de son état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, ou soit sur une personne se trouvant dans un lien de subordination ou sur un apprenant par un enseignant, un formateur, sous la menace d'une arme ou par 2 ou plusieurs auteurs et complices. En réalité, cette infraction existait, mais c'est la peine qui a été renforcée, donc qui est passée de 10 à 20 ans. Je vais vous donner un exemple. C'est le viol sur une fille, ou bien la relation sexuelle avec une fille mineure. Toute relation sexuelle avec une fille mineure de moins de 13 ans est assimilée à un viol. Même si l'enfant va de son propre chef, elle-même, chez le garçon, chez l'homme, et qu'il y a une relation sexuelle, c'est considéré comme viol. Il n'y a pas de consentement lors d'une relation sexuelle entre un adulte et un enfant de moins de 13 ans, à condition que la différence d'âge avec l'auteur ne soit pas plus de 5 ans. Parce que si un enfant de 13 ans a une relation sexuelle avec un garçon de 17 ans, voilà, 13 ans et 17 ans, il est difficile de condamner un enfant de 17 ans à la prison 5 à 10 ans pour une relation avec un enfant de 13 ans. Donc, il faut éviter de compromettre définitivement l'avenir d'un garçon qui n'a pas véritablement encore l'âge et a fait des choses qui relèvent de son milieu, de sa génération. Donc, quand la différence d'âge est de moins de 5 ans, cette considération n'est pas prise en compte. Si, bien sûr, la fille est consentante. Mais si un garçon de 15 ans viole une fille de 13 ans qui n'est pas consentante, là, il y a viol réellement. Parce que là, la notion de viol, elle est effective parce qu'il n'y a pas consentement. Mais quand il y a consentement, c'est quand c'est plus de 5 ans, un garçon de 20 ans, 25 ans, qui fait l'amour avec une fille de 13 ans, l'enfant a beau aller chez lui, le harceler et consort parce que l'enfant est trop précoce, il y a viol. Ce n'est même pas de harcèlement, c'est un viol si la relation est établie. C'est nouveau. Et ces choses-là sont utiles pour préserver nos petites filles qui, parfois, font l'objet de beaucoup de choses, et on le sait très bien. Cela a une conséquence directe sur nos coutumes. Le mariage forcé, le mariage précoce. Un homme qui prend une fille qui n'a pas 13 ans, si même la communauté lui a donné l'enfant, et s'il entretient une relation sexuelle avec l'enfant, il sera condamné pour viol. Et les parents qui lui ont donné la fille à mariage, ceux qui en sont témoins, seront tous complices de viol. Et on sait très bien que ça arrive où des enfants d'à peine 13 ans ou moins de 13 ans, on a fait le débat sur l'âge, peut-être au Parlement, vous verrez bien s'il faut remonter
l'âge à 14 ou 15 ans, mais on estime qu'en dessous de 13 ans, le consentement ne peut être pris en compte. Nous ne l'avons pas inventé vraiment, cette disposition existe un peu ailleurs, nous l'avons adaptée à notre milieu pour voir si c'est une disposition qui... Mais elle n'est pas courante, cette disposition-là. Oui, alors, de ce point de vue, nous avons distingué le mariage précoce du mariage forcé. Et tous les deux sont punis comme étant des crimes. Et le mariage précoce, nous l'avons défini comme étant le fait pour toute personne d'organiser, de célébrer, de contracter ou de vivre en union conjugale avec une mineure, hors les cas prévus par la législation en vigueur. Donc, lorsque la personne est mineure, le célébrant, les parents qui ont donné en mariage, celui qui accepte de vivre avec un enfant mineur a contracté un mariage précoce et est puni des peines allant de 10 à 20 ans. C'est pareil pour le mariage forcé. Merci. Honorable Bioko. Ok. Quand nous allons voter cette loi, il serait comment? Est-ce qu'il serait rétroactif? Point d'interrogation. Secondo, entre les élèves des étudiants de la même classe, leurs actions amoureuses, comment cela serait traduit? Troisièmement, une fille de 22 ans avec un homme de 50 ans, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Alors, sur la dernière question, dans la vie civile, et sans relation de travail, si la femme est consentante, il n'y a pas infraction. Par contre, si on se trouve dans une relation de travail, dans un lien de subordination, dans une situation d'apprentissage, ou même dans un lieu de culte, il faut s'assurer du consentement préalable de l'autre si c'est un majeur. Vous avez dit 22 ans, nous sommes dans ces hypothèses-là. Si le consentement n'est pas éclairé, si le consentement n'est pas manifeste, soit on est dans l'hypothèse d'un harcèlement sexuel, s'il y a eu relation sexuelle non consentie, nous sommes dans une hypothèse de viol. S'agissant de relations amoureuses entre élèves de même classe, s'il s'agit de relations entre d'élèves mineurs, nous nous trouvons dans le champ du viol. Et la seule circonstance qui sera atténuante au profit de l'auteur du viol, parce que le viol aura été commis sur une fille, ce sera la différence d'âge. Si nous sommes entre camarades de classe et qu'il y a une relation sexuelle consentante, il faut s'assurer que la différence d'âge entre les deux est de moins de 5 ans, parce qu'au-delà de 5 ans, c'est un viol. La relation amoureuse consentante entre majeurs ne fait l'objet d'aucun problème. Vous êtes des majeurs ou vous êtes tous des mineurs, pour avoir des relations amoureuses, même classe, il n'y a aucun problème. Nous ne statuons pas sur les relations amoureuses consentantes entre des gens d'une même classe. Je veux le répéter, il n'y a aucun problème. C'est seulement si l'un est mineur et l'autre est majeur. Et si celui qui est mineur a moins de 13 ans, là, attention, il y a un problème. Celui qui a posé la question a demandé si c'est des gens qui sont dans la même classe. Si vous êtes dans la même classe et qu'il y a un enfant de 13 ans ou 12 ans dans la classe et que l'autre a 18 ans, là, il y a un problème. Si l'un a 13 ans et que l'autre a 14 ans, 13 ans, il n'y a pas de problème du tout. Si l'un a 18 ans, l'autre a 50 ans, ils sont dans la même classe, il n'y a aucun problème. Les relations consentantes ne font l'objet d'aucune poursuite dès lors que l'un n'est pas mineur et que, au pire, l'un n'est pas mineur de moins de 13 ans. Le seul cas dans lequel nous avons statué, c'est entre un enseignant et son apprenant. Merci. Est-ce que la loi qui sera votée sera rétroactive? Nous connaissons le principe. La loi ne dispose que pour l'avenir
elle n'a pas d'effet rétroactif. Cependant, s'il plaît à la représentation nationale de la rendre rétroactive, elle peut réputer non prescrit toutes les atteintes sexuelles, toutes les infractions à raison du genre qui auraient été révélées et qui seront donc punissables à partir du vote de la loi. Comme il sera loisible de limiter dans le temps, par exemple en indiquant que toutes les procédures qui n'auraient pas été clôturées à la date de la promulgation de la loi seront sous l'empire de cette nouvelle loi, ou même reculer l'application de la loi en 10 ans en arrière. Je crois que sur la question, il s'agira de savoir quelle est la détermination et jusqu'où l'on veut aller en ce qui concerne la répression de cette infraction. Dans tous les cas, je pense, honorable député, et je veux qu'on s'entende dessus, gouvernement et parlement, qu'il ne serait pas bien que la disposition réprimant les relations amoureuses entre enseignants, relations même consentantes, entre enseignant et son apprenant, il ne serait pas bien que ce soit qu'il y ait quelque chose qui soit dit qui montre que c'est rétroactif. Ce n'est pas bien. Les seules hypothèses que nous avons retenues sont celles dont les effets continuent à se produire malgré l'écoulement du délai de prescription. C'est ce qui est dans le texte actuel. Merci, Monsieur le Président de la République. J'ai brûlé d'impatience pour exprimer une préoccupation qui, dans le passé, a été débattue longtemps, mais qui revient ici. C'est une préoccupation sémantique. La notion de genre. La notion de genre est une notion qui est nouvelle à partir du 19e siècle, où il est arrivé que des intellectuels, surtout les féministes, sont arrivés à dire que l'on devient femme. Par exemple, Simone de Beauvoir, qui dit qu'on devient femme. Bien vrai, lorsqu'on extrait ça de son contexte, ça prête à confusion, parce que lorsqu'on est, le genre humain est bisexué. Et par notre culture, lorsque quelqu'un naît, on dit tu as fait garçon ou bien tu as fait une fille. Alors, l'homme n'est pas en valeur absolue. Et de ce point de vue, nous devrons alors légiférer en tenant compte de notre culture, en disant, soit c'est les violences contre la fille ou le garçon, ou bien contre l'homme et la femme, si nous voulons englober les deux sexes. Ou alors, si c'est pour la femme, on dit violence contre les femmes ou bien violence contre les filles. Il faudrait qu'on clarifie cela pour qu'on sache que l'homme n'est pas en valeur absolue, mais est bisexué. Voilà un peu le problème que moi je voulais poser en disant que c'est un problème général et qui risque de revenir encore au Parlement. Merci. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Vous avez raison, parce que quand on observe l'évolution du monde, des mentalités, des cultures, on peut craindre que des termes qui prêtent à confusion peuvent heurter notre culture, et c'est comme si nous étions en train d'inciter à une certaine évolution dans le pays. Ce n'est pas du tout notre intention, et il faut éviter effectivement que nos textes et les mots utilisés prêtent à confusion. C'est vrai que quand on dit le genre, tout le monde sait bien qu'il s'agit du genre féminin ou masculin, c'est-à-dire homme ou femme. Alors, est-ce qu'on peut dire, même si la question est délicate et que les esprits avisés voient bien là où vous allez, parce qu'on a dit projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre. On n'a pas dit les infractions commises contre le genre, à raison du genre. Ce ne sont pas les violences, les infractions commises contre l'homme. Le code pénal est suffisamment large. Mais ici, nous voulons extraire les infractions qui sont commises
à cause du sexe. Donc on peut enlever le mot genre si on veut, mais on met le mot sexe. Donc on va dire portant mesures spéciales de répression des infractions commises en raison du sexe. Mais il y a des mots qu'on évite d'utiliser par pudeur dans les textes publics de manière générale. À l'intérieur, on le dira, mais dans un titre, ce n'est pas élégant d'utiliser le mot sexe. Alors, est-ce qu'il y a un autre mot pour exprimer l'idée? Si on dit contre les filles et les garçons, alors là, on retourne dans le dispositif général, dans le droit commun, ordinaire. C'est-à-dire, si on dit filles et garçons, ici, il s'agit des deux. Parce que quelqu'un qui a harcelé un autre garçon, un autre homme, c'est un harcèlement, et la victime, c'est un homme. Donc, la loi concerne les deux. Si je dois vous suivre, on va dire infraction commise sur les garçons et sur les filles. Mais ce qu'on veut spécifier, c'est infraction commise en raison du sexe. Ici, nous avons de bonnes raisons de changer sur les orientations que nous voulons donner à nos lois par rapport à notre culture, à la société. C'est pour ça que le séminaire est utile. Nous échangeons, donc si vous avez des idées, moi je suis disposé à ce qu'on fasse le débat sociétal et voir quels sont les tests qu'il faut prendre pour tenir compte de cela. Mais après, vous avez évidemment le privilège d'organiser la loi telle qu'elle. Mais nous sommes dans un débat sociétal ici. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense que sur le fond, nous comprenons très bien. Je suis d'accord que nous parlons sur les violences en raison du sexe. Nous sommes d'accord. Mais la manière de l'exprimer de façon élégante, c'est plutôt ça. Si c'est la manière de l'exprimer de façon élégante, mais je pense que la loi doit permettre d'être claire au niveau de tout le monde. Le moindre mal, c'est de dire fille ou garçon, au lieu de dire genre. Genre prête plus à confusion et nous enfonce dans le domaine d'une idéologie. Je préfère alors qu'on dise encore fille et garçon que de dire genre, qui nous enfonce dans une certaine idéologie qui n'est pas propre à l'Africain, ou du moins à l'Africain, encore moins au Béninois et à notre culture. Honorable Yoritoin. Merci bien. Au niveau du titre, même si le mot genre était maintenu, dans le texte, ce qui va importer, c'est expliquer de quoi on veut parler. Lorsqu'on parle de répression des infractions commises, ça va être difficile un peu d'introduire la notion commise pour filles, garçons. Mais pour éviter toute confusion, dans le titre, on peut maintenir le mot genre, mais à l'intérieur, on explique ce que nous voulons dire. Et je crois que là, il n'y aura pas d'équivoque. Honorable Bako. Je vous remercie. J'ai écouté l'exposé et les interventions. Effectivement, j'avais noté également comme point de débat les termes de infraction à raison du sexe et infraction à raison du genre, parce que les deux sont utilisés comme dans la présentation comme si c'était interchangeable. Ce n'est pas toujours évident. C'est deux expressions qui sont aujourd'hui idéologiquement chargées, politiquement chargées à l'international, mais l'expression infraction à raison du genre, quoi qu'on dise, par là, par genre, ça ne pose aucun problème. Mais l'idée d'évoquer sexe dans la formulation de la loi me paraît agressive. Et je pense qu'on trouvera le compromis. Je comprends les préoccupations du président de l'Assemblée. Et je sais, d'un point de vue sociologique, tout ce qui a été développé comme théorie autour du genre. Mais il ne s'agit pas de cela, de mon point de vue, ici. On va rester dans un cadre juridique qu'on va définir.
L'autre aspect que je voudrais profiter pour évoquer, c'est que cette loi, je dois vous dire qu'elle arrive à point nommé. Particulièrement la dimension relation enseignant-apprenant. Et je sais de quoi je parle. Dans le milieu universitaire, dans le milieu scolaire, nous voyons des choses inadmissibles. Et je dois dire aussi qu'il faut croire en des valeurs supérieures parfois pour développer des capacités de résistance dans certains contextes. Je crois qu'en criminalisant cette relation, de mon point de vue, c'est une œuvre de moralisation de la vie sociale, de la vie scolaire, de la vie universitaire de façon générale. Et moi, je sais que l'application va être difficile, ça prendra du temps. Mais il faut commencer. Et je pense que c'est le début, il faut encourager et soutenir, comment l'appelle-t-on, cette initiative. Je sais à quel point c'est une contrainte. Pour les enseignants, j'ai été enseignant à l'université de Cologne et quand je devais avoir des entretiens avec mes étudiantes, vous savez, je gardais ma porte ouverte. Chaque fois que je recevais une étudiante pour son mémoire, pour ses travaux, je gardais ma porte ouverte. Je dis ceci parce qu'il y a un revers. L'accusation facile et la question de la preuve. Sinon, on risque d'avoir d'autres types d'abus et de mettre les enseignants toujours dans la position défensive ou les supérieurs hiérarchiques dans des positions défensives et de grande vulnérabilité par rapport aux femmes, aux collaboratrices femmes, aux apprenantes femmes, etc. Et ça, je sais aussi de quoi je parle. Un enseignant avait été accusé injustement. Je voudrais intervenir à la suite de l'honorable Bako. Sur les deux sujets, vous avez vraiment raison. Et je vais commencer par la deuxième préoccupation. Essayez d'être le plus explicite possible sur les preuves. Et que la loi établisse quelles sont les preuves qui peuvent matérialiser l'infraction pour qu'on ne laisse pas au juge l'appréciation, ce qui peut donner lieu à des dérives. Et ça, c'est un débat général en matière de droit. La preuve qui fait l'objet de beaucoup de débats dans le monde entier, c'est relatif au harcèlement tout court. C'est aussi valable pour les victimes que pour les personnes accusées. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme preuve pour établir le harcèlement sexuel? C'est un débat général. Moi, je voudrais vous voir faire ce débat et régler ce que le monde entier n'a pas encore pu régler. La question de preuve. Personne, aucun pays n'a pu le faire, définitivement. La question est restée encore au juge. Mais par contre, pour la relation amoureuse, qui est la question spécifique que nous avons évoquée, je crois que vous abordez, la relation amoureuse entre un enseignant et son apprenant, ce que la proposition indique, c'est tout ce qui établit la relation amoureuse. Nous ne sommes plus dans le cadre de harcèlement sexuel ordinaire. Ici, on veut des preuves qui établissent suffisamment parlant. Les échanges, les comportements, les actes. Quand on parle de relation amoureuse, c'est qu'il n'y a pas de dénonciation d'harcèlement, il n'y a peut-être pas viol, c'est un autre cas, mais qu'il y a constat que ces deux personnes sont en relation constante, une relation amoureuse. Ce qu'on dit ici, c'est surtout un constat par tiers. Et là, il s'agit de preuves qui établissent réellement qu'il y a une relation amoureuse. On les a vus en train de s'embrasser, c'est une relation amoureuse. On a mis la main sur des courriers, des échanges, des SMS qu'on a pu extirper d'un téléphone où cela donne la preuve qu'ils sont amoureux, ils sont en relation. Donc dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se préoccuper sur
la définition ou l'énumération des preuves susceptibles d'établir la chose. Nous sommes dans un cas moins délicat, moins complexe que la dénonciation d'une victime à l'égard de son auteur en matière de harcèlement sexuel. Alors, je vais revenir sur le premier point que le président de l'Assemblée a exprimé et qui vraiment est une question très complexe. Et là où l'honorable Bako a raison, c'est que si on enlève le mot genre et qu'on met infraction commise à raison du sexe, malheureusement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous allons encore plus loin que ce que vous craignez. On va nous accuser, on va vous accuser, on va nous accuser, si on fait ça, d'être aujourd'hui précurseur de quelque chose qui se passe dans le monde où le genre ne définit plus les personnes. Donc si nous faisons une loi dans laquelle nous mettons aujourd'hui que on ne tue pas le mot genre à raison du sexe, moi je l'ai vu un peu, moi je n'ai pas voulu aller dans ce détail-là, c'est un peu comme si nous sommes dans cette tendance où aujourd'hui les gens contestent qu'on attribue à quelqu'un un genre. Donc si nous mettons à raison du sexe, nos genres, on peut le faire, mais ça peut donner aussi lieu à une certaine interprétation de notre évolution en cette matière d'état civil. Alors, maintenant, à l'intérieur, quelles sont les dispositions qui clarifient la chose? Après, les infractions pour la commission desquelles le sexe de la victime est la considération préalable. Donc, Monsieur le Président, je pense que c'est une question complexe, c'est vrai. Peut-être qu'on ne pourra pas là-dessus, ici, nous entendre dessus, mais ça mérite que la version continue, comme vous l'avez souhaité tout à l'heure. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ajouter 2 mots, notamment sur la question de la preuve. De la même manière qu'en matière pénale, l'interprétation des règles est restrictive, les modes de preuve en matière pénale sont plutôt libéraux. Et il y a le principe général de la conviction du juge. Donc, par-delà toutes les preuves qui auraient été énumérées, il restera toujours l'appréciation personnelle du juge sur les éléments de preuve qui ont été produits de façon à lui permettre de forger sa propre conviction. Donc, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller au-delà, dans une loi particulière ou dans cette loi, à l'occasion de cette loi-là, d'établir à nouveau des modes de preuve. Sur la question de la préoccupation du président de l'Assemblée nationale, je crois que nous sommes entièrement d'accord là-dessus. C'est vrai que l'intitulé est saisissant, mais l'intitulé ne fait pas forcément la loi. Lorsqu'il y a problème, soit sur l'interprétation ou le sens de la loi, on revient aux travaux préparatoires. On va au motif de la loi. Et nous sommes d'accord que ce que nous faisons ici, ça vise la protection de la femme ou le renforcement de sa protection. Et là-dessus, je crois que on devrait pouvoir s'entendre au moment du vote de la loi. J'ai parlé tout à l'heure de l'effet du harcèlement et du viol sur le contrat de travail. Nous considérons désormais qu'est réputé licenciement la démission ou l'accord des parties ayant pour cause un harcèlement sexuel, de telle sorte que tout licenciement consécutif à un harcèlement sexuel ou à un viol est toujours abusif. Voilà, grosso modo, l'essentiel des innovations que nous avons voulu apporter au Code pénal pour renforcer la protection de la femme. Nous allons donner à l'Institut de la femme tellement de moyens que la lutte contre ces genres d'infractions, je vais le répéter, sera encore plus visible, plus farouche que la lutte contre la corruption ou contre l'impunité en matière de crimes économiques. Parce que ce fléau fait encore plus de dégâts que la corruption, que les crimes économiques. Et nous allons, et je voulais vous rassurer là-dessus, l'Institut est déjà créé. Il y a un dispositif qui paraît banal, c'est que de manière, c'est dans la loi, l'Institut a automatiquement la qualité de partie civile. Quelle que soit la personne, la victime, quel que soit l'auteur, elle peut se constituer automatiquement partie civile, quand bien même la victime n'est pas plaignante. C'est une innovation extraordinaire et ça donne tous les moyens à l'Institut, à l'État,
de pouvoir poursuivre qui que ce soit, quand bien même parfois la victime est dans le silence. Si nous nous y engageons, ce sera une preuve de longue haleine. Il ne faut pas espérer que nous allons corriger nos tares seulement en une génération. Mais il faut commencer un jour. Merci. Merci, Monsieur le Président, de votre contribution. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, il me plaît à présent d'inviter respectueusement Monsieur le ministre d'État, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, pour son mot de conclusion. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Madame la Présidente de l'Institut national de la femme, Monsieur le Président de la République, nous arrivons à la fin de ce séminaire préparé et présenté à l'attention des députés de l'Assemblée nationale. Honorables députés, votre participation active aux échanges, vos observations et commentaires sont les indices indéniables de votre adhésion aux principes fondamentaux de ces deux réformes que le gouvernement vient de vous présenter. Votre engagement affiché rassure le gouvernement quant aux prochaines étapes pour acter les réformes. Je veux donc saluer la qualité des discussions de nos échanges qui confortent le gouvernement dans sa vision pour le développement de notre pays dans tous ses aspects. L'idée des deux réformes et leurs différents principes que vous venez d'examiner confortent le Président de la République et le gouvernement dans la logique d'opérer de profondes transformations dans ces deux secteurs. Je veux renouveler ici les promesses du chef de l'État de prendre les mesures de facilitation et d'accompagnement pour une application effective et pertinente de ces réformes. Je me permets d'espérer de voir, grâce à vous tous, les questions de protection de la femme établies comme point de priorité majeur de notre gouvernance. Je vous remercie. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous arrivons ainsi au terme de notre journée de travail. Nous voudrions vous prier à présent de vous lever pour saluer le retrait de Monsieur le Président de la République. Merci.